Je vais appeler mes intervenants suivants. Alors ils sont 5, donc je pense que vous allez vous partager une table parce que je ne peux pas vous en donner une, mais ça va être intéressant. Alors le but c'est de continuer sur la discussion qu'on a eue, puis avec des prismes différents. Je vais vous demander d'accueillir Madame Noa Brada qui est professeure en marketing et management stratégique à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Merci Noa d'être avec nous. C'est Amin Noukta, directeur général de la holding Walili, et qui est vice-président de la FNPI aussi, qui représente le secteur de l'immobilier. C'est Hamid Bouabid, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est Zakaria Korti, directeur général de la Société maghrébine des polymères et qui représente la Fédération de la chimie et de la parachimie. Et enfin, c'est Adil Lemnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, la PMM. Alors vous vous partagez une table. Ouais, c'est bien, voilà. Alors, combien on a de micros? Un, on va l'allumer. Il marche? Ok, donc ça c'est bien. Celui-là, il est mort. Mais vraiment. Donc il n'y a plus rien. Non, il ne marche pas. Il marche. Ok. Donc on va espérer en avoir deux autres. Bon, en attendant. L'idée c'est, vous avez entendu hein, le débat qu'on a eu. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir vos visions. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vais commencer avec Adil, parce que justement, on va parler de la marque, et ensuite on verra au niveau de l'innovation, justement, parce que ça aussi, c'est un point extrêmement important lorsqu'on veut créer de la marque marocaine pour avoir de la substitution aux importations. Il faut nécessairement, alors soit copier, reprendre, mais également créer. Et c'est là où c'est intéressant de voir dans quelle mesure on peut encourager l'innovation et qui soit, on va dire, la recherche appliquée, réelle, connectée à l'entreprise, parce que souvent on reproche à la recherche d'être complètement déconnectée. On verra avec le nombre de brevets qui sont déposés et qui donnent lieu à des applications industrielles. Et puis au niveau aussi de l'industrie, comme celle de la chimie et de la parachimie, c'est intéressant de savoir dans quelle mesure aussi on arrive au Maroc et comment on encourage une souveraineté industrielle à ce niveau-là, sachant que c'est un secteur où un des secteurs transparents, silencieux, mais qui est absolument partout. Il y a de la chimie absolument partout. Là. Non, même pas. Là. Quoi, où? Ouais, ça malheureusement. Oui, ça c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Il y en a absolument partout. Alors, Adil, moi j'aimerais juste te faire réagir par rapport au témoignage qu'on a eu de Younes sur justement cette marque Maroc. Vous pouvez dire comment elle a évolué, comment on l'aperçoit et comment on la nourrit pour qu'elle devienne demain et sur tous les secteurs industriels, pas seulement sur l'agroalimentaire, pas seulement sur la tomate, pas seulement sur la clémentine, mais aussi sur d'autres choses, mais aussi sur les services, comment on la cultive pour qu'elle devienne un vrai argument marketing national et à l'international. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à souligner avant de démarrer justement cette réflexion, c'est que la marque au Maroc, elle est jeune. On a tendance à croire qu'on a un passif assez important, chose qui n'est pas tout à fait vérifiée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Marocains et les Marocaines ont subi pendant plus d'une cinquantaine d'années des sociétés qui ont communiqué, des sociétés qui très souvent ont été étrangères et qui ont fait passer nos produits marocains pour étant des produits de seconde consommation. C'est tout à fait normal et c'est dans un cadre de concurrence parfaite, quelque chose qui est tout à fait acceptable. Mais aujourd'hui, nos Marocains, nos PME, PMI marocaines ne communiquent pas. Et ça, c'est très important. Pour rebondir sur l'intervention de Sketch, aujourd'hui, 95% des sociétés marocaines sont des TPE, PME. Donc c'est forcément des sociétés où il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup d'employés, beaucoup de moyens. Et quand on va parler marketing, quand on va parler campagne de communication, quand on va parler digital, quand on va partir justement branding ou stratégie de marque,
ben c'est du chinois pour eux, parce qu'on a la tête dans le guidon, on a des contraintes opérationnelles. Et on n'a pas forcément, et je pense que M. Mouhi l'a dit tout à l'heure, on n'a pas forcément les compétences ni les moyens pour les payer. Des compétences en branding, au marketing, etc. Mais les choses sont en train de changer. Et elles sont en train de changer depuis 2014, réellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un discours de Sa Majesté où on a parlé du capital immatériel. Quand on parle de capital immatériel, notre imaginaire va aller directement vers la classe 2 d'un plan comptable. Et dans d'une classe 2 d'un plan comptable, on parle d'un capital immatériel qui est les licences, les marques et les brevets. En fait, c'est une réelle valeur pour l'entreprise. Quand on parle à une TPE-PME de cette manière-là, ben les yeux s'ouvrent et les oreilles sont activées. Et c'est très important de souligner que la marque aujourd'hui, c'est la vraie valeur d'une entreprise. C'est un asset financier. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle des banquiers. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une marque forte, si vous n'avez pas une marque qui est valorisable, ben vous n'êtes pas bankable, vous n'êtes pas crédible financièrement. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il va falloir aussi intégrer dans les process d'initiation de nos entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un entrepreneur qui vient, ben, il a un business plan, mais il n'a pas un brand plan. Dans des pays anglo-saxons, et je vois mon ami Qoutam Mernissi qui est là, dans les pays anglo-saxons, ce qu'on vous demande, c'est de raconter l'histoire de votre marque. Quel est l'ADN de votre marque? Comment cette marque va vous permettre demain de vendre non seulement en local, mais à l'international? Et ces éléments-là sont des éléments qui sont très importants. Nous, en tout cas, au niveau de l'Association professionnelle des marques marocaines, on essaie de faire ça depuis 9 ans aujourd'hui. On essaie de sensibiliser sur ces points-là. On essaie d'apporter cet échange et ce retour d'expérience pour dire que la marque est un asset sur lequel il faut investir rapidement et massivement. Noah. Pas la peine. Il est super fort. Merci. Alors effectivement, le branding aujourd'hui est un enjeu très important pour les entrepreneurs. On produit, on fait de bons produits made in Morocco, mais on ne communique pas dessus. On ne fait pas de branding adéquat. Et justement, avec l'Africa Business School, on a pas mal de formations en marketing, en branding, et les entreprises viennent vers nous pour le branding aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience de plus en plus, mais il y a des stratégies de branding et de marketing à mettre en place au-delà de comment je vais écouler ce produit sur le marché, mais surtout quelle histoire je vais mettre derrière. Est-ce que je réponds vraiment aux besoins du consommateur? Est-ce que je suis dans des approches customer-centric? Est-ce que je provide des solutions et non pas juste un produit? On n'est plus dans une économie drivée uniquement par un produit de qualité, mais par un produit qui communique, qui parle et qui répond à des besoins. Donc oui, je vous rejoins complètement, Siadil. Je suis désolé, j'étais en train de se régler les micros, mais juste pour revenir à la question que j'ai posée, c'est comment on fait en sorte que cette composante marketing de la marque Maroc, après on va la connecter à la recherche, à la réponse aux besoins. Là, on a parlé tout à l'heure des différents marchés, que ce soit locaux, qu'elles soient internationaux. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Qu'on vende la marque marocaine aux Marocains ou qu'on vende la marque marocaine dans le reste de l'Afrique, ou qu'on vende la marque marocaine dans les marchés historiques du Maroc, européens et ailleurs. Alors déjà, pour faire une marque marocaine, il faut un bon produit marocain. Et pour avoir un bon produit marocain, il faut le mot d'ordre et l'innovation. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la recherche appliquée. Donc la recherche fondamentale a été très souvent isolée du monde des affaires. Et justement, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, avec ses nombreux campus, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment ce rapprochement entre le monde universitaire, le monde de la recherche et le monde professionnel, le monde des affaires. Donc on fait travailler des chercheurs, des consultants, des praticiens, des directeurs, des entrepreneurs ensemble pour vraiment étudier, utiliser les innovations, les chercheurs avec leurs frameworks, avec leurs nouveautés, avec leurs inventions, qu'ils les essayent et qu'ils les expérimentent dans des terrains concrets. Donc là, ce qu'on appelle à l'Africa Business School un modèle vraiment hybride de recherche, d'action et de formation. Donc on appelle ça communément RAL, Research, Advisory and Learning. Donc on accompagne vraiment les entreprises à travailler en très étroite collaboration avec les chercheurs et les professeurs. Alors j'aimerais revenir justement sur l'innovation. L'innovation, ça a été, on n'en parlait pas il y a à peine 10 ans. Après, c'est devenu, tout le monde a commencé à en parler. Après, il y a eu
l'usine à hackathon, vous savez, la grande mode où tout le monde... voilà, et puis on a commencé à demander aux jeunes Marocains de devoir innover. Et si on reprend l'intervention de Simiraoui hier, que j'ai beaucoup apprécié, mais vu notre système éducatif qu'on avait, on a demandé à un moment donné à des étudiants à qui on demandait de ne pas penser du tout, de s'ouvrir du jour au lendemain pour essayer d'inventer des choses. Bon, je suis en train d'essayer de résumer un peu la timeline. L'innovation aujourd'hui existe quand on a des problèmes ou des problématiques industrielles à régler, notamment, et donc est vraiment corrélée à la densité du tissu industriel. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, cette innovation, est-ce qu'il y a eu un grand, on va dire, un grand moment d'ouverture? Est-ce qu'on est en train de revenir en entonnoir vers une innovation qui soit plus concrète, plus ciblée, plus pensée, plus réfléchie, plus applicable et transformable en produits et services, on va dire, concrets? Merci, Cité de la oui. Je pense, avant de commencer, si vous le permettez, je voudrais remercier Hicham de nous avoir invités pour cet événement. Et je pense qu'hier et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, cette intégration ou cette communalité entre enseignement supérieur, recherche et industrie est fondamentale, elle est même cruciale, elle est vitale. Ce que j'avais retenu tout à l'heure du premier panel, c'est l'innovation qui est fondamentale pour la partie industrie. Deux, ce n'est pas une réflexion non plus sur une logique de substitution parce que ce n'est pas viable. Ce qui est viable, c'est fondamentalement la partie innovation de transformation, l'innovation d'intégration. Ce qui nous permet de gagner, et le représentant du CIH l'avait dit tout à l'heure, l'avait si bien dit tout à l'heure, c'est qu'on ne cible pas uniquement marché marocain, mais marché marocain plus l'internationalisation. Et troisième, ce que vous avez dit, Cité de la oui, ce que je retiens énormément bien, c'est on ne se vend pas très bien. Et je pense que c'est là le rôle du marketing. Nous le vivons avec les scientifiques, ils font d'excellent travail. Des scientifiques qui font beaucoup d'innovations technologiques, qui font beaucoup de produits, mais pas au niveau de pouvoir le commercialiser. Alors l'université n'est plus, bien évidemment, l'université a le rôle de la production de savoir et des connaissances, de former les générations, de former les compétences, et on en a parlé hier sur l'alimentation finalement de tous les secteurs économiques en matière de ressources humaines, du capital humain. Donc là, l'université, il le fait. On lui a rajouté une autre mission depuis le début des années 2000, c'est que l'université ne fait plus que la formation des compétences, il ne fait plus que la production de savoir, mais il fait de l'innovation. Et nous avons fait un programme avec le ministère de l'Industrie justement pour essayer de cibler ce maillon-là. C'est qu'on a mis ce qu'on appelait les cités de l'innovation. Et aujourd'hui, vous avez 6 cités de l'innovation au niveau des différentes universités. Nous l'avons fait avec le ministère de l'Industrie. Et les cités de l'innovation, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout simplement, mission, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises en matière d'assistance technique, des bons d'essai, des laboratoires. Donc je parle de l'applicabilité finalement de la recherche scientifique. C'est un investissement, je vous donne un ordre de grandeur, 173 millions de dirhams sur les 6 cités d'innovation. Donc ça, c'est un service à l'entreprise directement. Le deuxième, il l'avait dit César Réné tout à l'heure, c'est qu'en amont, il faut absolument qu'on prospecte pour les projets d'innovation. Si on parle produit ou service, il faut qu'on alimente cette machine finalement au continu, de pouvoir avoir des idées nouvelles, de pouvoir créer de nouvelles innovations. Et donc on fait aussi l'accompagnement qui n'existe pas au niveau des autres intervenants dans le secteur économique, c'est celui de pouvoir accompagner la prospection de l'idée, c'est-à-dire accompagner quelqu'un pour essayer un peu de mieux comprendre sur le plan technique, scientifique l'idée et de pouvoir répondre à la concrétiser et de voir après avec qui on va la concrétiser. Donc c'est ça finalement le schéma qui est aujourd'hui fait. Vous l'avez si bien dit, Cité de la oui tout à l'heure, on parlait de l'innovation. Alors au Maroc, c'est la première fois qu'on a un ministère qui a le portefeuille de l'innovation. L'innovation a commencé plus concrètement en 2009 avec la stratégie marocaine d'innovation qui s'appelait à l'époque M2I, Morocco Initiative Innovation. Alors ça a commencé en 2009, après en 2012 pour des raisons que tout le monde peut-être sait. Elle a été mise dans le tiroir.
Donc les différents projets qui existent avec Tiamwilcom et même les cités de l'innovation ont vu le jour à partir de cette date-là. Mais après, donc, on recommence finalement ce chantier. Et le plus important, c'est que nous, tous les programmes qui sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, tous les programmes, il y a toujours une composante au profit de l'entreprise. Les projets de recherche qui sont conduits par les universités, c'est des produits qui sont bien évidemment, on a besoin de la recherche fondamentale. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, on parle de l'ingénierie quantique. Si on n'avait pas fait de la physique quantique, on ne comprendrait jamais c'est quoi l'ingénierie quantique. Et si on n'avait pas fait les nanosciences, on n'aurait jamais compris dans la chimie qu'on va appliquer les nanomatériaux. On n'aurait jamais fait les nanotubes. Donc, fondamentalement, on a besoin d'avoir en aval, en amont plutôt, la recherche scientifique, mais il faut absolument à un certain moment compléter la chaîne de valeur pour essayer de la traduire en valeur. Et donc, c'est ça la vision finalement sur le programme et pour lequel nous intervenons. Aujourd'hui, ça va peut-être pour quelques-uns, ils le savent déjà. Si vous prenez le portefeuille des projets, parce qu'on parle des portefeuilles des projets, vous prenez le portefeuille des brevets, vous avez sur les 250 à peu près brevets marocains, vous avez 195 à 196 brevets par les universités et les centres de recherche. Ça veut dire que c'est une université qui est inventive, c'est une université qui fait de la production technologique. Oui, mais ces brevets, après, est-ce qu'ils donnent lieu à une production industrielle, à une application? Parce que c'est bien d'avoir des brevets, mais bon, s'ils restent planqués dans les tiroirs et protégés... Non, pas du tout. Alors, voilà. je vais vous donner une information, parce que nous, on a procédé à l'analyse très détaillée du portefeuille, puisqu'on parlait du portefeuille, monsieur le ministre Simzour hier, et on en a parlé, c'est qu'on est en train d'exploiter les différents brevets qui sont tombés dans le domaine public pour essayer de voir leur valorisation. Sur le profil technologique, vous allez voir la plus grande composante, c'est les dispositifs de commande. Ça veut dire tout ce qui est automatisme, tout ce qui est contrôle, domotique et autres, c'est de l'application. Deuxième domaine qui vient dans les brevets, c'est celui de la biotechnologie et l'écotechnologie. Le Maroc est très fort en matière de technologie dans le domaine de l'environnement. Traitement des eaux, traitement des déchets, recyclage, etc. Sinon, on n'aurait pas fait les stations de traitement au niveau des différentes villes. Troisième domaine, vous avez les produits pharmaceutiques. Donc, on fait des brevets. On a fait beaucoup de brevets dans les universités, surtout avec les CHU et avec les facultés de médecine. Donc, ça, je vous donne une idée sur les grandes composantes aujourd'hui du portefeuille des brevets qui existent par les universités et dans une grande majorité sont faites par des universités avec des entreprises. Alors, justement, parlons d'une industrie aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, la chimie, elle est absolument partout. Et puis, très peu de gens aussi connaissent le poids de l'industrie chimique et parachimique au Maroc. En tout cas, dans le monde des profanes, moi j'ai découvert justement en rencontrant les gens de la fédération. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, et puis le poids finalement de ce qui est produit au Maroc, finalement, qui concourt à la souveraineté industrielle, parce que tout ça, c'est dans cet objectif. Vous pouvez nous faire un point. Et comment, aujourd'hui, il y a une chimie parachimie made in Morocco, purement, qui répond aux besoins du marché local, mais également qui s'exporte? Ok, comme vous l'avez si bien dit, donc la chimie elle est bien présente dans notre quotidien. Nous devons beaucoup de choses à la chimie, comme les avancées thérapeutiques, les progrès en alimentaire et en industriel. La chimie, il est en amont et en aval de toute industrie. Donc forcément, la chimie, il est bien présent. Autre chose, c'est que aussi cette chimie, il doit être une science responsable. Donc c'est une science qui doit être responsable. Il faut la cadrer par des normes aussi. C'est pour cela qu'il y a eu pas mal de conventions qui ont été signées dans ce sens. La Fédération de la chimie et de la parachimie, donc c'est un secteur qui se concentre sur 10 filières. Donc nous trouvons les engrais, les produits de commodité, les détergents, les phytosanitaires, la peinture, les cosmétiques, les colorants, le gaz, le pétrole et le verre. Donc tout cela est donc sous l'égide de la Fédération de la chimie. La Fédération de la chimie, il fédère plus de 1600 entreprises au Maroc, dont le leader qui est l'OCP bien sûr. Elle emploie plus de 60 000 personnes, donc ça c'est un fait.
Des investissements, ça existe bien sûr. Rien qu'en 2021, c'est plus de 11 milliards de dirhams d'investissement. Des chiffres que j'avance. Donc en 2022, la chimie, donc le chiffre d'affaires de la chimie au Maroc, c'est 190 milliards de dirhams, dont l'OCP a réalisé donc 115 milliards de dirhams. La chimie hors OCP, c'est 35 milliards de dirhams. Le plastique, c'est 22 milliards de dirhams. La pharmacie, donc, c'est 18 milliards de dirhams. Bien sûr, ces industries exportent aussi, fort heureusement, donc, dans le monde entier. Et donc là, en 2022, nous avons exporté 77 milliards de dirhams. Et c'est un chiffre qui est en évolution. L'OCP, il se taille bien sûr la part de l'Union, c'est 70 milliards de dirhams. La chimie hors OCP, c'est 4 milliards de dirhams. La pharmacie et le plastique, c'est 3 milliards de dirhams. Donc ça, c'est des chiffres qui vous donnent une idée sur ce secteur. En tous les cas, c'est un des secteurs qui est le plus porteur de projets. Donc, à titre d'exemple, rien que la société où j'opère, donc la société maghrébine des polymères, il n'existait pas en 97. Aujourd'hui, il tourne aux alentours de 250 millions de dirhams. Et tout cela, on l'a retiré c'était de l'importation auparavant. Donc, et on est en train de développer pas mal de produits. Vous allez nous retrouver sur les bouteilles. Alors, vous faites quoi exactement? Parce qu'il y a tellement les polymères, nos clients, donc nous visons les secteurs donc, de packaging, donc, tout ce qui est packaging, bouteilles d'eau, le lait, etc., les cartons de fruits qui s'exportent aussi. Donc ils consomment 13 grammes de polymères pour les fabriquer. Nous avons la peinture, comme je l'ai dit, donc les colles, le textile, le cuir, donc les tapis, etc., les boutons de nos vestes qui sont là. Donc tout cela, c'est de la chimie qui est fabriquée au Maroc. Et donc voilà. En tous les cas, donc, dans ce secteur, il y a eu pas mal d'écosystèmes qui ont été créés. Donc il y a un contrat cadre qui a été réalisé donc, entre l'OCP et plusieurs ministères. Le but, c'est de créer donc, des unités industrielles qui opèrent dans le phosphore et qui s'installent tout près de l'OCP. Et donc, ça fonctionne. Il y a pas mal d'industries qui se sont installées à Al-Jorf et à Asfi, à Al-Khribga aussi. Et en ce qui concerne la Fédération de la chimie, nous avons signé 2 contrats de performance donc, qui accompagnent qui ont été signés dans le but d'accompagner le déploiement de 2 écosystèmes structurés qui sont dans les filières de la chimie verte et la chimie organique. Donc ça existe. En ce qui concerne les banques de projets, rien qu'au niveau du secteur de la chimie parachimie, il y a plus de 250 projets aujourd'hui qui sont en phase de réalisation. Et donc, ça représente plus de 20% des projets qui sont enregistrés au niveau de la banque des projets. Notre grain de blé au moulin, donc, en tant que fédération de la chimie et parachimie, est dans le sens d'attirer les investisseurs à l'étranger, étrangers plutôt. Donc, en collaboration avec nos partenaires l'AMDI et le ministère, bien sûr, nous allons organiser le mois prochain, donc le mois de mai, 17 et 18 mai, donc un forum qui s'articule pour promouvoir le produit marocain et qui est sous l'emblème, il est organisé sous l'emblème le Maroc Hub de la chimie mondiale. Donc 2 pays seront à l'honneur, donc c'est l'Allemagne et l'Espagne. De l'alchimie ou de la chimie? Pardon? De la chimie, d'alchimie. Ouais. Okay, l'alchimie, c'est un mot arabe, hein, donc à l'origine. Et donc, si la chimie est là, c'est bien, c'est grâce aux Arabes aussi, donc qui ont œuvré depuis la nuit des temps. Donc, Marc Maroc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ça fait partie des choses qu'on ne vend pas. Oui. Donc, en tous les cas, donc, on compte sur votre présence, bien sûr. Maroc Industrie, c'est notre partenaire média donc, dans ce forum. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'un promoteur immobilier, non mais c'est vrai, dans la substitution,
mais c'est vrai, mais c'est intéressant de vous avoir. Comment on peut. Alors, moi, les promoteurs immobiliers, je les porte pas dans mon cœur. Pas tous. Hein. Pas tous. Les bons, oui, parce qu'ils répondent à un besoin fondamental. Mais ce qui est intéressant, puisque là on parle de la marque Maroc, comment dans ce secteur-là, et puis notamment puisque tu représentes également la FNP, donc qui est la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, comment on s'insère? Est-ce qu'en étant promoteur immobilier, on défend ça? Et puis il y a des promoteurs immobiliers aussi qui s'exportent en Afrique, et ça on le sait, on en est fiers, et qui sont extrêmement bien représentés à l'étranger. Merci. Je pense qu'après mon intervention, les préjugés vont un peu changer. Moi, avec moi, ça va être dur, mais c'est pas grave. Non, ça va changer, Charles. Je suis sûr. Alors en fait, les promoteurs immobiliers du Maroc, nous sommes une fédération, la FNPI, dont je suis le vice-président. Et mon intervention va aboutir sur ce qu'on encourage aujourd'hui, non seulement la marque marocaine, effectivement on encourage la marque marocaine, mais surtout aussi la marque africaine, Made in Africa. Effectivement, on les encourage surtout dans les matériaux de construction marocaines, africaines. Effectivement, il se suit à travers notre fédération et plus globalement à travers l'Union africaine des promoteurs immobiliers, qui est aussi un partenaire officiel de l'industrie du Maroc aujourd'hui. Ainsi, ça a commencé il y a plus d'une année, où la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, en fait, elle avait toujours cette volonté de se diriger vers l'Afrique pour deux raisons. La première grande raison, c'est qu'on s'inspire de la politique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, grandement. Et en second lieu, nous savons, nous sentons, nous connaissons que l'avenir, c'est dans l'Afrique. C'est tout à fait normal. Les indicateurs sont là. Aujourd'hui, on est 1,3 milliard, deuxième continent le plus peuplé. En 2050, ça va doubler. On sera le premier continent le plus peuplé. Tout le monde sait que la jeunesse africaine, c'est la première, la plus nombreuse des jeunesses. Nous sommes sur 29 millions de jeunes chaque année. Mais aussi, c'est cette jeunesse-là qui est la plus entrepreneur. Parfois, il y a certains clichés, mais oui, la jeunesse africaine, elle est très entrepreneur. On parle de 22% d'entreprises créées, d'innovation par les jeunes africains. Si on veut, à titre comparatif, par exemple l'Asie, qui est très connue par la productivité, par l'entreprise, ils sont à 13%. Ainsi, conscient de cet engouement, conscient de l'espoir qu'on a envers le continent, la fédération a pris cette initiative et j'ai eu l'honneur d'avoir cette responsabilité pour participer et pour faire cette tournée pour la création de cette Union africaine des promoteurs immobiliers. Ainsi, il y a de cela plus d'un an, en tant que vice-président, en tant qu'ambassadeur de la fédération en Afrique, on a fait cette tournée avec cette conscience-là, mais on a découvert beaucoup d'autres choses, effectivement. Toujours grâce à la politique de Sa Majesté le Roi et toujours grâce à l'histoire du Maroc spirituelle, millénaire, qu'a le Maroc en Afrique. Ce genre de choses, on ne le découvre que sur place. Effectivement, il faut aller pour y croire et pour y voir l'amour qu'a la plupart de nos concitoyens, de nos frères africains envers les Marocains. J'ai été très bien accueilli par d'autres fédérations des promoteurs immobiliers en Afrique, que ce soit francophones ou anglophones. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Rwanda, j'ai été stupéfait par cet accueil. Et on parle de promoteurs qui sont de gros calibres, des promoteurs qui investissent et qui participent. Ainsi, l'initiative était, comme j'ai cité, mais j'ai découvert d'autres choses qui est la fratrie africaine. Je me suis senti un citoyen africain dans ce continent. Après ma tournée,
on les a tous convaincus pour la création de cette Union africaine des promoteurs immobiliers. Ils étaient tous pour, ils étaient tous in, et incessamment, on s'est rassemblés à Casablanca le 22 juin 2022 et on a bien sûr concerté, on a discuté, mais ce qui nous orientait, le courant qui nous envahissait, c'était cette fraternité, et on a beaucoup parlé sur le Made in Africa, oui, le Made in Africa, et on l'a consacré sur notre charte, sur notre préambule constitutif. Bien sûr, on part dans notre préambule constitutif du statut. Il faut encourager l'investissement interafricain. Il faut prioriser les industries africaines, marocaines, tunisiennes, ghanéennes, ivoiriennes, rwandaises. Il faut les prioriser. Au lieu d'aller en Turquie, avec tous mes respects de nos amis turcs, au lieu d'aller en Chine, au lieu d'aller dans tout le monde, il faut d'abord voir s'il y a des industries qui produisent du carrelage au Maroc, ou sinon du sanitaire en Tunisie, ou sinon tout ceci, on les a, il y en a. En fait, on a découvert, juste en parlant, que ça existe chez nous. Tout, en Afrique, tout existe. Ainsi, on l'a consacré dans notre statut pour encourager le Made in Africa il faut encourager on investit, on achète de chez les industries africaines, et par la suite, on a constitué notre Union africaine des promoteurs immobiliers. Incessamment, nous avons, et concrètement, vu que l'organisation était vraiment orientée dans la concrétisation, on a déclenché notre première centrale d'achat. Voilà, notre première centrale d'achat, qui est une centrale qui regroupe les promoteurs immobiliers, qui regroupe la volonté des promoteurs immobiliers à acheter de chez certains industriels. On parle de banques de projets, mais là on va parler beaucoup plus de banques de commande. Voilà, de banques de commande. Aujourd'hui, après 1 an, on a la capacité de mobiliser jusqu'à 100 banques de commande à l'échelle africaine, ou on commande de chez l'aluminium, par exemple, du Maroc, on va dire du carrelage de la Tunisie. On peut mobiliser ce genre de choses pour certains banques de commande. De 1, on encourage le Made in Africa, et de 2, on minimise l'impact de l'inflation qui est à l'échelle globale, et ça marche. Voilà. Et aussi... Alors je voulais juste faire... Oui. C'est Bobette, vous voulez réagir à quelque chose? Non, je voudrais juste compléter, si vous le permettez, c'était David, parce que vous avez parlé au début sur la recherche et l'innovation dans l'immobilier, donc oui. Vous étiez un peu très sceptique. Il se sont mis le secteur, il s'est mis effectivement dans la partie recherche et développement, surtout matériaux. Il y a aujourd'hui le fonds Omran Innov qui finance des projets dans la recherche, développement et l'innovation dans le secteur du bâtiment. Il y a aussi depuis quelques années, nous lançons au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le ministère de l'Habitat un appel à projet de recherche-développement dans le secteur du bâtiment et de l'habitat. Et c'est un projet qui marche très bien. Je vous donne le taux de demande sur les projets, pratiquement 2 pour 1, sinon plus. Et donc pour vous dire qu'effectivement c'est un secteur qui se met aussi. Il n'a jamais été négligé dans la partie recherche-développement et l'innovation dans les projets qui sont lancés par le gouvernement. Adil? Très bien. Donc moi, je félicite justement tout ce qui a été dit, tout ce qui est fait, mais ce qui est très important, c'est déjà de mettre en place un cadre légal à tout ça. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, et j'en parlais avec un grand industriel qui est parmi nous, qui fabrique la première moto Made in Morocco, on est bien d'accord, hein, une moto électrique Made in Morocco. Quel est le taux d'intégration? Comment enregistrer ma marque? Quelle est la partie constitutive d'une norme marocaine? Quelle est l'administration à laquelle il va falloir que je m'oriente pour que je puisse faire ça? Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il faut rapidement légiférer à ce niveau-là. Il existe une loi, mais cette loi aujourd'hui doit être mise à jour justement pour accompagner tous ces projets ambitieux qu'entreprend notre pays. Premier élément, et c'est un message que je lance au CRI, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on demande un certificat négatif
qui va générer un ICE, qui va générer une enseigne commerciale, qui va générer aussi une visibilité pour cette entreprise au niveau fiscal. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas l'enregistrement de cette marque de façon automatique? Pourquoi est-ce que je ne peux pas enregistrer ma marque au moment où je crée mon entreprise? Beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui qu'enregistrer une marque, ça coûte 1200 dirhams et ça vous couvre pendant 10 ans. C'est rien. C'est 10 ans. À 1200 dirhams et vous êtes couvert sur 88 pays parce qu'on est signataire d'une convention extraordinaire qui s'appelle la Convention de Nice. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'au niveau des emballages, on n'est pas obligé de mentionner l'origine de la production de nos produits? Je posais la question à un grand responsable l'autre jour dans une conférence en lui demandant quel était le code barre du Maroc. Qui connaît le code barre du Maroc? C'est 611. Quand vous retournez un emballage, vérifiez au niveau du code barre. S'il démarre par 611, c'est le 212 de la partie télécommunication. C'est tout simple, c'est des petites choses toutes simples. Encore une fois, quand je vais aujourd'hui parler d'un produit ou savoir si mon produit est made in Morocco, est-ce qu'on est conscient que le Maroc, pays signataire de où la convention du GATT a été signée à Marrakech, définit de façon très claire dans son titre premier comment calculer l'origine d'un produit. Quels sont les taux d'intégration? Aujourd'hui, quand je parle d'immobilier, est-ce qu'un adjuvant est un produit produit au Maroc? Le chimiste me dira oui, c'est bien ça. Est-ce que les composants du béton, on a les gens de Menara Prefa, un de nos champions marocains justement, est-ce que les produits sont produits au Maroc? Oui. Mais est-ce qu'on appose le Made in Morocco? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire. Élément très important. Aujourd'hui, on est signataire de 53 accords de libre-échange. Je pense qu'on est un des champions mondiaux au niveau des signatures d'accords de libre-échange. Sauf qu'il faut analyser ces accords de libre-échange, parce que quand je décide de créer un échange, je le crée dans les deux sens. Donc forcément, il faut que je me mette au niveau qualitatif, au niveau normatif. Il faut que je connaisse la législation de ces pays où je vais exporter. Le côté juridique aujourd'hui est pratiquement inexistant. En tout cas, je parle des PME, PMI. Des grandes entreprises ont les moyens de payer des avocats d'affaires. Mais très important de connaître la norme. On démarre avec des normes très simples qui sont, je vais dire, moi j'appelle ça la moxil 1 gramme, c'est des antibiotiques à large spectre, commençant par la certification ISO 9001, version 2015. Très simple. On met en place des systèmes de management. Certifions nos produits pour qu'ils puissent avoir accès à ces marchés internationaux. Le Maroc, c'est 40 millions de consommateurs, on est bien d'accord. Pour une entreprise qui vise la croissance, c'est rien. Les 8 milliards de consommateurs qui s'ouvrent à nous, surtout avec ces 53 accords de libre-échange, peuvent être une opportunité importante pour nos Marocains. Ce qui est très important, et je vais finir par ça, c'est qu'il faut quand même, et c'est quelque chose qui me chagrine parfois des fois, j'aime beaucoup mon pays, je suis un profond patriote. Et nos Marocains ne sont pas fiers de leurs origines, ne sont pas fiers de leurs produits. On ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur, où on croit qu'en étant Marocain, on est inférieur aux autres. Même en entreprise, ce syndrome de l'imposteur, il est chez 99% des collaborateurs. On doute, on croit parfois qu'on n'est pas au niveau, etc. Mais à un certain moment, il faut pouvoir le dépasser. Et le dépasser avec les 12 siècles qu'on porte. On a une histoire extraordinaire, on a pu conquérir des pays, on a pu créer des champions, on est partout dans le monde, on est connu pour nos histoires. Est-ce qu'on va être champion dans tous les secteurs? Non. Il va falloir qu'on choisisse des axes stratégiques. C'est pour ça qu'au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, ça fait 9 ans qu'on demande la création d'une agence du Made in Morocco pour qu'il y ait des stratégies à 30 ans, comme ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, les stratégies ne peuvent plus reposer sur des agendas politiques qui sont baqués à 5 ans. Il s'agit de notre pays, de notre visibilité. Demain, quand on va parler du Maroc, il faut qu'on comprenne et qu'on définisse de façon stratégique à quoi on va réfléchir. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un virage à prendre. Ce virage est stratégique. Aujourd'hui, le Maroc est en train de switcher vers un nouveau business model. Ce nouveau business model, tout à l'heure, j'entendais parler de la prestation de services, de l'innovation, de l'éducation. Aujourd'hui, on a des ambassadeurs comme l'UM6P, par exemple, qui sont en train de se positionner dans un échiquier mondial en matière de savoir. L'industrie du savoir, l'industrie créative.
notre pays est un pourvoyeur d'expérience aujourd'hui. Qu'elle soit olfactive, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit humaine, c'est une expérience. À nous d'investir justement pour que ce Made in Morocco soit positif. Aujourd'hui, je suis issu de l'école marocaine. J'ai eu un cours qui s'appelle Tarbiya al-Wataniya, l'éducation civique. On m'a martelé, je vois Kotsem qui me regarde, on m'a martelé à l'école que consommer marocain était un acte patriote. Bistihla'ikikum منتوجات بلادكم تساهمون في اقتصاد وطنكم. Chacun d'entre nous a une famille, a un membre de sa famille, a des gens qui sont dans son giron, qui sont des entrepreneurs et qui produisent du Made in Morocco. En consommant, je participe. Tout à l'heure, j'entendais parler, les Marocains consomment du Made in Morocco. En parlant avec une grande enseigne de la distribution, quand on voit des tickets, les tickets à la sortie, c'est-à-dire les chiffres sont arrogants, ils sont ce qu'ils sont. Les Marocains consomment marocain dans leur quotidien. Bien sûr, il y a des happy few, cette fameuse catégorie A qui regarde des chaînes françaises, des chaînes étrangères, qui a peut-être l'expérience d'avoir fait des études à l'étranger, qui va chercher un lifestyle en consommant de l'étranger. Mais croyez-moi que 98%, et l'étude qui a été portée aujourd'hui par le ministère de l'Industrie et par la Fédération nationale des associations de consommateurs, prouve tout à fait le contraire. Que les Marocains sont fiers de consommer du Made in Morocco, sont fiers de pouvoir se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Maintenant, il faut une seule et unique action, c'est légiférer. Aujourd'hui, il faut une loi qui puisse cadrer tout ça. La vision, elle est illuminée. Comme je vous ai dit, Sa Majesté, en 2014, parlait du capital immatériel. Aujourd'hui, on parle des ressources marocaines. Aujourd'hui, les CIRI ont compris notre message, qu'il faut une cartographie du Made in Morocco. On a 12 régions plus une 13e qui est à l'étranger. Il faut que je sache de façon extrêmement claire et digitale qu'est-ce que je peux faire dans chacune des régions du Maroc. Quels sont les produits Made in Morocco qui y sont disponibles? Quels sont les opérateurs? Quelle est la matière première qui est disponible? Pour que je puisse aussi rapidement m'orienter. Excusez ce cri du cœur, mais c'est un cri patriote. Merci Adil. Je vais juste tempérer un peu. Mais on est une économie ultralibérale. Et on sait très bien que le patriotisme économique, ça fait partie des choses qui sont très difficiles à appliquer, à mettre en œuvre, qui existent. Hein. On est tous, je pense, tous patriotes à notre manière. Mais la qualité est aussi un point qui est extrêmement important, on en a parlé. Voilà. La qualité est un point qui est indiscutable. Okay, mais ça ne veut pas dire qu'il faut non, éviter, ça ne marche je pas. me permets... Alors, juste pour ça, oui. On parlait tout à l'heure d'aller chercher les talents de l'étranger. Moi qui suis très souvent justement à l'étranger, à rencontrer les Marocains de l'étranger de cette génération, quand on s'adresse à eux, c'est OK, on peut jouer sur la fibre marocaine, mais à qualité égale. Si on est à qualité égale dans le projet d'investissement, il faut choisir le Maroc. Mais il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, juste avec la fibre marocaine, on va pouvoir pousser les gens. Non, je recentre mes propos. La qualité est indiscutable. Je prends l'exemple du pays le plus libéral du monde. Oui. Le pays le plus libéral du monde, les États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle un Buy American Act. Aucune administration n'a le droit d'acheter une ramette de papier si elle n'est pas Made in USA. Et aujourd'hui, on a écrit ce qu'on appelle le Buy Moroccan Act avec le concours d'un congressman américain et le concours de l'ambassade des États-Unis. On a fait le travail, on a monté une loi pour justement mettre en place des systèmes de qualité qui sont indiscutable. Ça, oui. À qualité égale, le produit marocain doit être positionné en premier. On est OK. Et les exigences de normes, il en a parlé tout à l'heure sur les normes, parce que c'est effectivement un référentiel qui est extrêmement important. Et il est comme une sorte d'alternative finalement pour éviter justement cette protectionnisme ou bien cette les normes obligatoires. Les normes obligatoires au niveau national. À l'immobilier, il y a énormément de normes, mais très peu qui sont obligatoires. Oui, mais les normes obligatoires, je parlais des normes obligatoires, les normes bien avec un certain nombre d'exigences assez élevées pour arriver finalement à la certification des produits ou des services, ou même de la qualité du produit lui-même, que ce soit en production nationale, que ce soit en importation. Et donc là, on a des artifices techniques, entre guillemets politiques aussi, qui permettent de favoriser, mais en même temps
de laisser voilà, la possibilité à la concurrence et à la compétitivité de rehausser aussi les niveaux. Parce que mettre des normes, ça suppose qu'il y a des exigences et donc tous les industriels ou bien les entreprises vont s'y mettre. Et donc en se mettant voilà, graduellement, et donc, voilà, exactement. Et l'industrie est tirée vers le Tout haut. à fait. Aujourd'hui, par rapport à la norme marocaine, on en compte à peu près 300. Il y a une division du ministère de l'Industrie qui ne fait que ça. L'Imanor. Imanor. Et aujourd'hui, Imanor travaille pour justement mettre en place la norme marocaine. Mais cette norme marocaine, quand on commence à la rédiger, ben on s'inspire. On s'inspire de ces fameux 53 accords de libre-échange. Donc forcément, mon référentiel, je parle pour le dossier de l'immobilier que je connais assez bien pour avoir accompagné un certain nombre d'opérateurs. On va automatiquement chercher une référence CSTB, qui est une norme française. Ce CSTB, aujourd'hui, doit être dépassé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché européen à l'export n'est pas la débouchée première. Je peux aller en Asie, je peux aller en Amérique latine, je peux aussi aller vers l'Afrique. Donc aujourd'hui, la mise en norme de notre économie marocaine va tirer l'industrie vers le haut parce qu'on est beaucoup plus exigeant. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, les gens, les commissions du ministère de l'Habitat ou les commissions de Imanor mettent sur la table des exigences qui sont supérieures aux normes européennes. Est-ce que vous voulez réagir avant que j'ouvre la salle aux questions? Oui, alors je voudrais réagir par rapport à la préférence nationale et l'acceptance nationale. Elle passe d'abord par être convaincu soi-même et donc avoir les bonnes compétences ici en interne. On voit beaucoup les Marocains du monde s'exporter à l'étranger, rester à l'étranger, ne pas se former au Maroc. Ben aujourd'hui, typiquement, avec l'université Mohamed VI Polytechnique, l'Africa Business School que je représente aujourd'hui, on essaye vraiment d'être ouvert sur le monde, mais faire des étudiants et former des dirigeants avec des frameworks de recherche marocains, développés en copartenariat avec des institutions internationales, des professeurs étrangers. Nous avons un énorme réseau de professeurs étrangers qui sont là, qui nous aident, qui nous coachent et qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc il ne faut pas se fermer à l'international en se disant oui, c'est Made in Morocco ou rien. Pas du tout. Le Made in Morocco passe aussi par l'ouverture et par le fait d'apprendre et d'avoir le maximum de connaissances. Et puis ces compétences aussi, il faut les valoriser. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer, d'expérimenter. Si on leur dit de développer des machines à très forte valeur ajoutée, qui demandent des investissements très lourds, très forts, on a des problèmes de foncier, de certification, de fiscalité et j'en passe. Et puis derrière, il n'y a pas le marché adéquat. Alors, il faut savoir aussi que le marché marocain reste un marché étroit, qu'on le veuille ou non. On n'est qu'une quarantaine de millions d'habitants, avec un pouvoir d'achat quand même qui reste limité. Et donc, il faut pouvoir exporter nos entrepreneurs. Donc, OK pour l'innovation, OK, on fait de la recherche appliquée, mais c'est aussi pour l'exporter et pas uniquement pour le Made in Morocco, Moroccan. Donc, le Buy Moroccan Act, c'est super. On doit absolument commencer par ça et je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience dans ce sens-là. Il y a aussi de plus en plus de talents, même par rapport à l'industrie du savoir, qui reste là, qui croit en la formation marocaine, parce que la formation marocaine s'ouvre aussi et ramène les Marocains du monde, mais aussi les étrangers, pour nous apprendre beaucoup de choses. Mais il faut rester vraiment dans le mindset où il faut rester ouvert, il faut travailler ensemble et il faut donner aux entrepreneurs la possibilité de s'exporter, de faire du Made in Morocco au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, au lieu de leur mettre en place des systèmes bureaucratiques de certification à ne plus en finir, où il n'y a pas la possibilité d'accès à la formation, il faut leur faciliter ces choses-là. Et l'UM6P crée des écosystèmes, je pense avec les cités de l'innovation, c'est aussi ce que vous essayez de faire, ces écosystèmes qui rapprochent les industriels, les praticiens, les entrepreneurs, les étudiants, mais aussi les accompagnateurs, les ministères, les institutionnels, qui semblent inaccessibles aux entrepreneurs. Donc c'est surtout ça, il faut vraiment faire confiance pour s'exporter. Alors j'avais une anecdote qui était que, apparemment, il y a des entrepreneurs au Maroc qui n'ont pas réussi au Maroc et qui ont dû s'exporter, par exemple, au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, on leur a fait confiance. Et on leur a dit, c'est super ce que vous faites, et on a reconnu la valeur de leur... Donc faisons d'abord confiance ici, donnons toutes les possibilités, tous les champs, et aidons-les à s'exporter, au lieu de leur mettre des freins ici et qu'ils aillent s'exporter ailleurs, et du coup qu'ils y restent et qu'on les perd. Merci. Alors, on va insister. Je sors de ma tanière d'objectivité parce que c'est des sujets qui nous passionnent, et étant chef d'entreprise moi-même, et puis on en parle très souvent, cette notion de confiance reste
centrale. Oui. La confiance des banques, la confiance des institutions, la confiance des entreprises. Et souvent, lorsqu'on parle d'innovation et de confiance et de Made in Morocco, des fois, on ne veut même pas de financement en investissement. On veut faire des bons de commande. Et beaucoup de startups ont besoin de bons de commande plus que de financement. Et ça passe par la confiance. Et cette confiance-là, il faut la rétablir, que ce soit entre les consommateurs, que ce soit du B2B, que ce soit du B2C. C'est exactement le même principe. Je voudrais, si vous permettez, citer de revenir, parce que beaucoup de fois, on a parlé des Marocains du monde. Deux choses sur le nouveau modèle de développement. Il y a les leviers d'accélération qui sont celui de digital et celui des Marocains du monde. Je vais partager avec vous une information que peut-être il va vous surprendre. Moi, personnellement, j'étais surpris. Quand on a fait les assises régionales pour l'élaboration de la stratégie d'accélération de l'université à l'horizon 2026, on a fait les 12 régions. Et on a fait la 13e région. On a fait la 13e région pour consulter, faire participer les Marocains du monde. Et on s'est dit, oui, on va les écouter. D'abord pour savoir sur la partie enseignement supérieur, sur la recherche, sur la création de l'entreprise, sur l'incubation, sur l'accompagnement, sur l'expertise, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent. Et donc on a fait une séance d'écoute pour à peu près 560 réponses. Et sur les 560 réponses, la plupart, pour dire plus de 73%, ont préféré de rester là où on est et d'aider le Maroc, non pas revenir. Et donc on est dans cette logique effectivement de l'internationalisation, on est dans cette logique de pouvoir participer, mais il y a différentes formes de pouvoir participer. Il y a différentes formes de pouvoir contribuer, que ce soit en termes de formation. Et j'ai eu l'occasion de visiter l'antenne de l'UM6P au Québec. Les universités font pareil, les universités publiques, mais aussi les autres universités. Et donc, ils interviennent en termes de formation, ils apportent leurs compétences, surtout dans des métiers et des spécialités qui ne sont pas très pourvues au niveau national, mais en même temps dans la partie recherche appliquée, innovation, transfert de technologie et investissement. Et donc, moi, quand j'avais vu les résultats, quand on a compilé les résultats, on s'est dit, nous, on était dans une logique de dire, oui, effectivement, peut-être qu'ils avaient envie de revenir, mais quelques parties, ou une petite partie finalement, qui a cette intention de pouvoir revenir, mais ils sont bien installés là où ils sont. Et ils contribuent d'une manière ou d'une autre à nous de pouvoir voir les formes par lesquelles on peut voir cette internationalisation de la marque Maroc peut se faire à travers ses ambassadeurs. Et eux, ils n'ont pas besoin finalement de le faire ici. Peut-être le vécu, que ce soit interculturel, avec un écart, je ne dis pas que c'est bon, c'est mauvais, mais il y a un écart, de toutes les manières, il y a un écart, ça veut dire une différence. Et cette différence, on ne peut pas la résorber sur une année ou sur 2 ans. Donc le mindset, il est celui qu'il est très connaisseur de son environnement, il est bien intégré dans un autre écosystème et qu'il souhaite faire cette interface, de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre de le faire. Donc maintenant, comment on va pour le faire à travers la banque de projet, de le dire, voilà la banque de projet, quel est le meilleur moyen de pouvoir le faire? Est-ce qu'on a besoin de financement? Est-ce qu'on a besoin d'accompagnement? Est-ce qu'on a besoin de séjour? Parce que même dans l'écoute dont j'ai parlé tout à l'heure, et on avait posé la question, est-ce que vous souhaitez intervenir en court séjour, de manière très ponctuelle, séjour moyen ou long séjour? Alors la quasi-majorité, ils ont répondu sur le court séjour. Donc, pour vous dire un peu les attentes qui sont par rapport aux Marocains du monde, et dans tous les projets, nous, de manière institutionnelle, nous les associons, bien évidemment pas au niveau des entreprises, parce que ce n'est pas l'émission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais on le fait sur les autres domaines qui sont académiques, universitaires et de recherche. Juste pour les Marocains du monde, la seule chose, considérer que c'est une 13e région, fait partie aussi de ces problèmes où on agrège les Marocains du monde comme étant une population monolithique, alors que si vous prenez rien que les Belges d'origine marocaine, vous aurez un éventail. Prenez les Belges qui résident en Italie, c'est tout un éventail avec des mentalités différentes, avec des origines du Maroc qui sont complètement différentes, avec des langues qui sont complètement différentes. Et c'est là où, justement, profiter de la diaspora marocaine demande une vraie ingénierie qui a été appelée par les vœux de Sa Majesté également. Alors j'aimerais ajouter un dernier détail pour ceux qui peuvent être très intéressés, c'est que dans notre fédération, nous avons un observatoire. Et cet observatoire offre de la data
la base de données, et nous sommes conscients que tout type d'investissement qui sera destiné à réussir, il doit se baser sur l'information, se base sur la recherche scientifique, et nous offrons de la matière première pour ceux qui veulent se déployer vers l'Afrique, pour les industries, les industriels qui veulent se déployer vers l'Afrique. On donne par exemple le besoin, d'accord, en matière de matériaux de construction pour chaque pays, de 1. On donne aussi les projets qui sont à venir, le besoin en termes de construction à l'échelle africaine pour chaque pays qui sont membres de cette Union africaine des promoteurs immobiliers. Et toutes ces données-là, ils sont destinés à tous ceux qui sont intéressés pour se déployer aussi vers l'Afrique et renforcer en quelque sorte le Made in Morocco et les autres industries de l'Afrique. Voilà, merci. Ok. Je voudrais rajouter quelque chose d'une manière succincte. C'est que le Made in Morocco, il faut qu'il atteigne une vitesse de croisière. Et pour cela, il faut fabriquer plus. Pour fabriquer plus, il faut une taille de marché assez importante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on exporte, mais véritablement, nous fabriquons pour 40 millions de personnes. Et malheureusement, à défaut que l'humain ne fonctionne pas, il faudrait que le Maroc intègre le groupement dans sa région, qui est par exemple la CEDEAO. Donc normalement, ça nous fait un grand défaut pour que ce Made in Morocco puisse hisser le rang qu'il le mérite. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Voilà, il arrive. Une question et une petite réponse à M. Tsedlaoui qui a dit tout à l'heure que dans la promotion... Bon, on a toujours un problème de micro. Merci. Merci. Alors, je réponds d'abord à votre petite remarque par rapport à la promotion immobilière où il n'y avait pas beaucoup d'exigences. Alors, je voudrais dire que si, il y en a, mais ça dépend des standings. Ma question par rapport à M. Amin, parce qu'apparemment il a été interrompu tout à l'heure quand vous avez parlé de la centrale d'achat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la centrale d'achat éventuellement pourrait être si on peut dire le Buy African Act? Parce que vous avez parlé de pouvoir d'achat, je pense que c'est aussi une force de négociation. Est-ce qu'aujourd'hui les promoteurs immobiliers auront l'obligation d'effectuer tous les achats qu'en Afrique? Merci. Super, merci. Merci pour la question. Alors, l'engagement est beaucoup plus moral. On ne peut pas imposer à un promoteur immobilier d'acheter ceci contre autre chose. Mais en fait, pour être sincère, l'initiative et ce rassemblement dans cette union, c'est d'encourager en fait l'achat de tous les promoteurs immobiliers envers certains industriels. Ainsi, cet engagement, bien qu'il est moral, il y a beaucoup d'intérêt, car à travers cet achat qui est regroupé, on peut en quelque sorte négocier en quelque sorte le prix. Et ainsi, cela encourage beaucoup plus tous les promoteurs de la fédération d'aller vers ce courant-là et d'acheter de chez les industriels africains. Ainsi, bien qu'il soit moral, mais il y a un système d'encouragement implicite qui pousse tous les promoteurs de la fédération d'investir et d'adhérer à cette centrale d'achat. Voilà, merci. Merci. Alors, Allez-y, je vous en prie. Pouvez-vous lever, Sidi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et présentez-vous. Alors, c'est Youssef Nharon. Alors, j'ai bien fait attention à l'intervention de Saadil par rapport au Made in Morocco et par rapport à la loi. En même temps, j'ai vu la réponse de Madame par rapport à ce renfermement sur le Made in Morocco et ne pas être ouvert. Moi, je dirais, c'est-à-dire rien n'empêche l'autre. On peut garder ce concept du Made in Morocco. Après, ma question va venir après, c'est que garder ce concept du Made in Morocco, tout en étant ouvert au monde, bien sûr, parce que si on voit l'exemple de la France, par exemple, on a toujours communiqué sur le Made in France, par exemple, dans les années 90. Après, on a commencé à communiquer sur le Design in France ou by France. C'est que forcément la production n'est plus faite en France, mais elle est faite au Maroc, en Tunisie, en Chine, ou n'importe. Alors,
moi je dirais, qu'est-ce qui empêcherait l'instauration d'une loi qui exige c'est-à-dire le respect d'une norme? On va déjà mettre la norme en place du Made in Morocco pour exiger cette norme-là en cas d'export ou en cas d'échange avec des opérateurs externes ou n'importe. C'est à dire. Merci. Un grand cabinet international a conseillé une grande administration marocaine et lui a demandé de brander notre Maroc sous le nom de Now, maintenant. Maintenant, c'est déjà passé. Une petite association professionnelle, patriote, avait conseillé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelait Proudly Moroccan, Truly International. Fièrement d'être marocain et ouvert sur le monde, comme on l'a toujours été. Mais ce n'est pas grave, je vais répondre quand même à la question. C'est des choses qui sont très importantes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas comparer des pommes avec des poires. Aujourd'hui, le Made in Morocco est un processus qui a démarré, il y a, comme je vous l'ai dit, après le discours de Sa Majesté de 2014, où on a parlé de capital immatériel, et qui est aujourd'hui en genèse, 9 ans, plus ou moins, on entame justement la 9e année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces autres pays qu'on benchmark ont des branding strategies qui ont à minima 30 à 40, 50 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Légiférer, ça va venir. Pourquoi? Parce que la Covid a fait que le sujet est revenu sur la table. La souveraineté aujourd'hui est dans tous les couloirs. Tout le monde parle de cette souveraineté industrielle, de cette souveraineté alimentaire, de cette souveraineté en matière du médicament, etc. Donc les choses évoluent. Maintenant, il faut aussi que les choses s'accélèrent. Légiférer, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a un parlement, il y a peut-être qu'il faut qu'il y ait des intérêts politiques derrière, il faut que les opérateurs économiques soient alignés. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est accompagner cette action je vais dire, politique par des benchmarks qui nous ressemblent. Un simple exemple, un pays qui nous ressemble énormément, mais qu'on oublie, l'Italie. Parce qu'on va très souvent benchmarker un pays francophone, mais on oublie des pays qui nous ressemblent. L'Italie qui est le 3e exportateur européen. Et l'Italie qui est aussi, comme le Maroc, constituée de 95% de petites et moyennes entreprises. Mais l'Italie aussi qui a une diaspora à l'international. Et justement, si Hamid le disait tout à l'heure, cette diaspora italienne est le moteur économique de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'en allant immigrer aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des produits italiens. Ils parlent et communiquent sur leur culture, font consommer marocain. Ils ont commencé par l'agriculture, ils ont migré vers l'industrie et aujourd'hui, ils commercialisent une manière ou un lifestyle à l'italienne. Tout le monde connaît l'Italie et à partir du moment où je parle Italie, je pense que vous commencez à avoir un peu faim, vous pensez justement à cette dolce vita, à cette pizza, etc. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est le 3e exportateur. On a avec nous aujourd'hui les gens de la Chambre de commerce espagnole. L'Espagne qui est un pays très proche du Maroc. Les Espagnols ont compris justement cette réaction. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à travailler avec le Maroc et à créer des synergies. Parce que culturellement, on est très proches. Ils ont créé ce qu'on appelle des transferts. Et je pense que le Maroc doit s'orienter dans cette direction, c'est-à-dire être fier de nos racines, parce qu'un arbre qui n'a pas de racines finit par tomber. Alhamdoulilah, on a des racines de 12 siècles, c'est extraordinaire. Donc on tient, et s'ouvrir à l'international. Et l'international, ce n'est pas forcément des marchés classiques, mais des nouveaux marchés qui peuvent être à très fort potentiel. Merci. Merci beaucoup. Alors, deux dernières questions, monsieur et monsieur, et après, ce sera bon. Bonjour, Yao d'Industrie du Maroc. Juste une précision, monsieur, la centrale d'achat, les bons de commande qui ont été enregistrés, la centaine de bons de commande, en combien de temps vous les avez enregistrés et la valeur de ces bons de commande, s'il vous plaît? Merci. En fait, il y a un process, d'accord? Ça dépend de quel... En fait, nous avons des partenaires. On ne travaille pas de manière à l'aveuglette où
Nous avons en fait pour chaque secteur, il y a les industriels avec qui on est partenaire. Je ne sais pas, on va dire le sanitaire. Nous avons des partenaires marocains, des partenaires tunisiens, et il y a des bons de commande par rapport à ce secteur-là. D'accord ? Par exemple, au sanitaire, il peut y avoir une dizaine de bons de commande sur le sanitaire. Sur d'autres produits de l'écosystème, il peut y avoir autant. D'accord ? Et en espace, on va dire, dans cette première année-là, on est arrivé à 100. Voilà. Voilà, vu que c'est un premier test, d'accord, c'est un premier test, et alhamdoulilah, c'est une bonne expérience. Merci. Merci. Et on a monsieur, enfin. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je me demande toujours la question pour Made in Morocco, pour la position de la fabrication des machines au Maroc. Alors là, je trouve pas, à chaque fois on se déplace dans les foires, comme Gold Food, comme la Turquie, comme l'Italie, comme Allemand, on trouve vraiment des machines qu'on peut le faire chez nous, mais des Maroc aussi. Et je ne trouve pas aucune réponse pourquoi. Et lorsqu'on se déplace vers ces sociétés, vers les garages, vers les ateliers où il y a la fabrication de ces machines, c'est vraiment un truc qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Soit au niveau de l'automate, soit au niveau même les implantations des 4.0, tout, donc on peut le faire. Je ne vais pas benchmarker par l'Allemand, par l'Amérique, mais par Iran, l'Égypte, la Turquie. C'est vraiment des simples ateliers et on trouve dans des foires, c'est comme des machines. Et maintenant, c'est plus que 60% des usines industrielles et implantent des machines comme des fours, comme des machines d'emballage, comme des machines inline. C'est des machines vraiment avec des automates, avec des mécanismes mécaniques simples. On peut faire mieux, mais on trouve vraiment trop décalé. C'est fuite de devises, on exporte beaucoup. Et l'implantation des usines ici au Maroc y est assez, mais vraiment, il n'y a pas les machines pour l'industrie Maroc et on ne sait pas pourquoi. Et je dis les machines qui sont vraiment simples. Exemple, machine d'emballage packaging. Tout le monde le fait. Nous, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Les PME, on prend des machines vraiment plus chères de la Turquie. Ce n'est pas la Chine, on dit pas qu'on puisse dire par rapport à la Chine, mais la Turquie, elle importe tout. Les automates, c'est des trucs, c'est des solutions vraiment qui est à la portée de tout le monde. On fait beaucoup plus, mais on ne fait pas. Et je crois que c'est ça le source de le déclenchement de Made in Morocco. À travers ça, on peut faire des produits au Maroc avec des machines produites au Maroc. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais réagir. Il y a une initiative, c'est vrai, vous avez complètement raison. Il y a beaucoup de choses simples pourtant qui ne sont pas au Maroc et qui devraient. Et c'est pour ça qu'on essaye de rapprocher en fait le monde de la recherche avec le monde de l'industrie. Parce que généralement, ces industriels n'ont pas forcément ce savoir. Ce savoir est logé dans des universités, chez des chercheurs, et ces chercheurs sont isolés, publient des articles, en parlent, mais n'essayent pas, ne font pas de l'expérimentation parce qu'ils ne trouvent pas le terrain de l'expérimentation. Donc rapprocher le monde des praticiens, le monde des industries avec le monde des chercheurs va peut-être être une première solution. Le second frein serait l'investissement dans l'industrie est beaucoup plus lourd, alors qu'il y a des choses avec des investissements sur le court terme beaucoup plus intéressants. Alors, si on incentivait nos industriels à faire des investissements sur le long terme et à leur dire que ça va marcher, que vous allez avoir des sources de revenus qui vont arriver d'ici un certain pas de temps et pas rester dans le flou, peut-être à ce moment-là, il y aura beaucoup plus d'encouragement dans ce sens. Je voudrais peut-être réagir sur les deux. Effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a un grand potentiel et ce n'est pas la faute non plus aux chercheurs. Je m'explique. Vous l'avez si bien dit, cité de la oui tout à l'heure, il y a, je pense à mon avis, il y a un souci ou un problème de confiance qu'il faut absolument avoir et instaurer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent des PME ou des toutes petites et moyennes entreprises qui cherchent plutôt des solutions clés en main que de pouvoir investir sur un projet, que c'est un outil de production que peut-être il pourrait tomber en panne ou avoir des problèmes de maintenance, etc. etc. Et donc ça va générer des pannes, ça va générer des arrêts, ça va générer des coûts supplémentaires. Mais les chercheurs, il y en a des experts en matière d'automatisme, il y en a des experts qui sont très forts sur ça, au niveau des ENSA, au niveau des FST. Le problème, c'est que est-ce que l'entreprise est en mesure, là on l'a vécu sur le programme InnovInvest,
et les bavettes, justement, vous donnez l'exemple de ça, où les chercheurs, quand ils avaient l'occasion de pouvoir le faire, et on leur faisait confiance, ils pouvaient le faire. Et parfois même dans des délais qui sont très courts, et avec des coûts qui sont 10 fois moins chers. Mais encore une fois, le troisième problème, donc je parlais du premier, du deuxième, troisième, c'est que nous n'avons pas, il faut l'avouer, nous n'avons pas au Maroc ce qu'on appelle dans d'autres pays développés les courtiers en sciences et technologies. Les courtiers en sciences et technologies, c'est quoi? C'est que moi je suis en mesure de pouvoir écouter l'entreprise, comprendre ses soucis techniques, technologiques et l'écosystème des affaires, de pouvoir reprendre ça, le digérer d'une autre manière et le parler avec le scientifique. Et en même temps, quand le scientifique ou bien l'enseignant-chercheur, il va me dire voilà les solutions sur le plan scientifique ou bien conceptuel, je vais pouvoir les comprendre et essayer de les transférer, de les relayer sur l'entreprise et de parler ce langage dans les deux sens. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas ces métiers. Nous sommes en train de travailler, nous allons mettre en place à partir de 2023-2024 un master sur les projets justement de transfert de technologie, de l'innovation, dans lequel il y a la formation sur ces métiers-là. Et nous avons fait, pour votre information, une réunion qu'a présidée Monsieur le ministre Semiraoui en décembre dernier avec Samuilcom, avec BMCE Bank of Africa, avec l'AMIC, l'association marocaine, on n'a pas parlé du capital risque. Et on s'est dit, voilà, il y a effectivement ce besoin pour lequel il y a une compréhension mutuelle du langage entre l'entreprise et l'université. Alors, juste, je vais vous donner la parole, mais pour illustrer ça, vous savez qu'il y a un index de l'innovation, enfin il y en a deux, hein, mais il y a celui du WIPO, donc, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui pour moi est un peu plus intéressant parce qu'il y a vraiment un ensemble d'items très détaillés pour voir le niveau d'innovation. On a gagné des places, on en a perdu, etc., grâce au fonds, etc. Et là où on n'est pas bon, c'est exactement ce que vous disiez, c'est quand on rentre dans les items, ce sont les relais. Ce sont les relais entre voilà, la création, le design thinking, et puis ensuite connecter toujours au monde de l'entreprise. Et juste pour finir, parce que j'ai assisté à ça qui est absolument incroyable, quand vous allez en Scandinavie, ce ne sont pas les étudiants qui vont en entreprise, ce sont les chefs d'entreprise qui viennent taper dans des labs et qui rentrent eux et qui viennent le samedi matin et qui viennent déjeuner et qui viennent discuter avec des étudiants de 18-19 ans. C'est dingue, c'est le monde à l'envers. Je rajouterai une autre chose, c'est que, vous le savez tous ensemble, l'Inde était pionnière dans ce qu'on appelait l'innovation frugale. C'est-à-dire que j'ai un problème, je vais essayer d'apporter la solution, qu'elle soit la plus basique possible. On avait inventé dans les pays occidentaux le Fab Lab, parce que justement, essayer de trouver des solutions. J'ai besoin de faire de la machine-outil, donc je vais essayer de la faire dans un laboratoire miniaturé, et puis après, quand ça va marcher, je vais essayer d'aller sur une grande échelle et de la réaliser au niveau de l'entreprise. Alors l'Inde aujourd'hui, sur quoi ils sont en train de travailler? C'est ce qu'ils appellent le Manufacturing Lab. C'est ce que vous disiez exactement, si c'est de là, oui. Je suis entreprise, j'ai besoin de telle machine, je vais essayer de la transposer intégralement au niveau de l'université, au niveau d'un laboratoire. Je vais la construire, je vais produire au sein de l'université. J'ai une faculté de médecine, j'ai besoin de faire des blouses ou des masques. Je vais demander à la faculté de médecine, vos étudiants d'ingénierie vont travailler dans l'usine sur place à l'université, vont produire les chaussettes, les casques, les blouses, etc. Et on va faire ça. Donc la production va se faire et en même temps, donc on aura brisé finalement ce gel de confiance et que voilà, les gens s'y retrouvent, et les étudiants, et les chercheurs, et les industriels, et les chefs d'entreprise. Ah, ok, et puis après on va conclure. Voilà. Juste, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez toqué à la porte d'une université par rapport à cette problématique? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur, parce que sinon on ne l'entend pas? Attendez, merci. Oui, au niveau de l'UST à Casa, mais sincèrement, pour ne pas compliquer les choses, parce qu'ils ne sont pas vraiment compliqués. La recherche ou pas de recherche, on n'a pas besoin. C'est des machines qui sont vraiment simples. C'est des mécaniques, c'est vraiment les premières leçons de l'automatisme et de l'électricité et de l'électromécanique. Pas plus. C'est des champs, ces machines-là, lorsqu'on achète, parce que je fais des implantations dans des usines, on achète, il n'y a pas un service après-vente. C'est les ingénieurs marocains qui décortiquent toute la machine et le montent et font une solution beaucoup, beaucoup mieux de la construction lui-même. Ça veut dire vraiment, on n'a pas besoin de compliquer les choses. Vraiment, il y a un potentiel de la production des machines simple, machine emballage, les fours de biscuits,
les rotatifs de chocolat, et c'est des machines qui sont importées Iran. Moi, j'ai visité les ateliers de fabrication, c'est vraiment rien. Ils prennent une machine allemande étalée de la France, ils décortiquent, améliorent, innovent, vendre, pas plus. Et maintenant, il y a le logiciel, tout ce que vous voulez. Il y a des CATI, il y a des Flexi, il y a tout ce que vous voulez. Et l'université marocaine, ils sont bien équipés en termes de formation pour faire passer. Pour l'automobile, laboratoire. Pour un truc pharmaceutique, laboratoire, oui. Pour l'université. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin, vraiment. On a besoin d'une chose. De savoir-faire, on a. La main-d'œuvre, on a. Et la matière première, on a. Parce que même la Turquie et l'Égypte, ils importent la matière première. Et on serait compétitif. Et maintenant, il y a plusieurs usines au Maroc qui s'implantent. On importe des petites machines de rien du tout. Un petit four, on importe. Ce n'est pas de la Chine, oui, parce qu'il n'y a pas de fiabilité. Mais il y a de l'Égypte, il y a de la Turquie, il y a des gens qui sont beaucoup plus chers. Là, on dit qu'il y a un truc, ça ne va pas. Bon. C'est une question très importante parce qu'elle revient énormément au niveau des chefs d'entreprise, des entrepreneurs en herbe. Ils disent oui, aujourd'hui quand je reçois de l'argent de chez Temwilcom, il me faut une facture et cette facture, pour que je puisse rembourser, il faut qu'elle soit traçable, c'est-à-dire il faut que j'importe une machine et que j'ai un document. Donc si je la fabrique moi-même, peut-être qu'aller acheter à une matière première et aller dans une machine à tour, ça va être très difficile à justifier. Très clair. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et je l'ai vécu moi-même, les entreprises, les universités prennent des bons de commande. Les Fab Labs, les investissements qui ont été faits sont énormes. Tout à l'heure, je parlais, il y a même des logiciels aujourd'hui pour tester une machine, parce qu'il faut tester l'usure, il faut tester la résistance, avoir des éléments sur le débit, par exemple. Tout ça se fait aujourd'hui de façon virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans les fameux bancs d'essai, parce qu'une machine, même si elle est simple, il faut qu'il y ait, par exemple, un organisme qui puisse certifier que celle-ci est bon. Et aujourd'hui, tout ça se fait de façon virtuelle, donc on est beaucoup plus rapide. Donc le conseil que je donne à l'audience aujourd'hui, la prochaine fois que vous avez besoin d'un outil industriel, toquez à la porte d'une université, non seulement ils sont réactifs, mais ça coûte moins cher. Merci. Ok. End of the story. Panel A. Dernier point et après on clôt et on passe à la suite. Alors, en parlant d'opportunités, et en voyant qu'il y a dans la salle des modélistes de voitures, il y a une opportunité très intéressante pour tout un chacun dans le volet industriel, c'est les camions pour les chantiers, les tracks, les grues, tout ceci, il y a un potentiel immense en Afrique, vu que l'Afrique est tout en chantier, on importe d'un peu partout, et au Maroc, je suis certain qu'il y a l'écosystème. On arrive à faire des voitures, pourquoi on n'arriverait pas à faire des tracks? Je pense que c'est une opportunité pressante. Il y a des clients, il y a l'opportunité en Afrique, mais il y a une opportunité pour plusieurs centaines d'années, vu que l'Afrique est tout en chantier. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce panel extrêmement intéressant.